Il arrive, dans certaines rencontres, que quelque chose se produise qui dépasse l'explication ordinaire. Ce n'est pas une question d'affinité superficielle. Ce n'est pas la sympathie qui naît d'intérêts communs ou d'une conversation agréable. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus dérangeant dans sa précision. Une reconnaissance qui précède la connaissance. Un sentiment de familiarité, là où il ne devrait pas encore en avoir. Comme si une partie de vous, une partie que vous ne gouvernez pas entièrement, avait déjà rencontré cette personne avant que les circonstances ne vous mettent en présence l'un de l'autre. Et puis vient l'impossibilité de faire semblant, pas immédiatement, rarement de façon dramatique, mais progressivement, avec une régularité qui finit par devenir impossible à ignorer. Le masque que vous portez habituellement avec aisance devient lourd. Les réponses automatiques que vous produisez dans la plupart de vos interactions sonnent faux. La distance que vous maintenez entre ce que vous êtes réellement et ce que vous montrez. Cette distance qui, dans d'autres contextes, semble parfaitement naturelle, devient soudainement difficile à tenir. Carl Jung a nommé et analysé ce phénomène avec une rigueur qui n'appartient ni à la littérature romantique, ni à la philosophie populaire. Ce qu'il décrit est un processus psychique précis, avec des mécanismes identifiables et des conséquences qui s'étendent bien au-delà du moment de la rencontre elle-même. Comprendre ce processus, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la structure de la psyché humaine, sur ce qu'elle cherche, sur ce qu'elle refuse, et sur ce qui se passe, à l'intérieur, quand deux êtres se trouvent en présence d'une vérité qu'ils ne peuvent plus, l'un comme l'autre, entièrement nier. La psychologie analytique de Jung repose sur une distinction fondamentale entre le moi conscient et l'inconscient. Le moi conscient est la part de la psyché que nous identifions spontanément comme nous-mêmes, celle qui perçoit, qui raisonne, qui prend des décisions, qui se présente aux autres sous une forme reconnaissable. L'inconscient, lui, est bien plus vaste. Il contient des contenus que la conscience n'a pas encore intégrés, des structures psychiques héritées de l'histoire collective de l'humanité et des dimensions du soi que l'individu n'a ni reconnues ni traversées. Ce que Jung nomme l'inconscient collectif est distinct de l'inconscient personnel. Il ne s'agit pas simplement du dépôt de souvenirs refoulés ou d'expériences oubliées propres à un individu. C'est un substrat psychique partagé. Une couche profonde de la psyché humaine où vivent des formes universelles que Jung appelle archétypes. Les archétypes ne sont pas des images figées. Ce sont des dispositions psychiques, des structures qui organisent l'expérience humaine selon des patterns universels. Ils apparaissent dans les mythes, les religions, les rêves, les contes de toutes les cultures et de toutes les époques, non parce que ces cultures se sont transmis ces récits, mais parce qu'ils émergent de la même couche psychique fondamentale qui appartient à tous les êtres humains. C'est dans ce cadre précis qu'il faut situer le phénomène de la reconnaissance entre deux êtres. Ce n'est pas un événement sentimental, c'est un événement psychique, et il implique des structures qui opèrent bien en deçà de la conscience ordinaire. Parmi les archétypes les plus déterminants dans la vie relationnelle, Jung identifie l'anima et l'animus. Dans la psyché d'un homme, l'anima est la figure intérieure féminine. Dans la psyché d'une femme, l'animus est la figure intérieure masculine. Ces figures ne sont pas des fantasmes construits par l'imagination individuelle. Elles sont des structures psychiques profondes, héritées de l'inconscient collectif, qui représentent la dimension du soi que l'individu n'a pas encore pleinement reconnue ni intégrée. L'anima et l'animus portent en eux les qualités que la conscience a laissées dans l'ombre, non pas parce qu'elles sont absentes de la psyché, mais parce que la culture, l'éducation et les expériences formatrices ont conduit l'individu à les nier, à les minimiser, ou à les juger incompatibles avec l'image qu'il a construite de lui-même. Lorsque ces figures restent inconscientes, elles ne disparaissent pas pour autant. Elles exercent une pression constante sur la psyché. Et l'une des façons les plus courantes par lesquelles elles se manifestent est la projection. Elles sont projetées sur les personnes réelles qui, par quelque qualité,
par quelque présence, semble les incarner. C'est là que la reconnaissance dont nous parlons prend son sens psychologique précis. Lorsque deux êtres se rencontrent et éprouvent cette impression de reconnaissance, il est probable qu'une projection archétypale soit à l'œuvre, au moins partiellement. Ce que l'un perçoit dans l'autre contient à la fois quelque chose qui appartient à la personne réelle en face de lui et quelque chose qui appartient à sa propre psyché, une qualité que son anima ou son animus représente, une dimension intérieure que le processus d'individuation cherche à rendre consciente. Cette projection n'invalide pas la rencontre. Elle ne la rend pas illusoire, mais elle lui confère une dimension psychique supplémentaire que la conscience doit, tôt ou tard, apprendre à distinguer. Parce que tant que la projection reste non reconnue, l'individu ne voit pas entièrement la personne réelle qui se trouve devant lui. Il voit, en partie, sa propre psyché portée par le visage de l'autre. Jung décrit la persona comme le masque social que chaque individu construit pour naviguer dans le monde. Ce masque est nécessaire. Sans une façade adaptée aux exigences sociales, la vie collective serait impossible. La persona remplit une fonction réelle et légitime. Elle permet à l'individu de se présenter de façon cohérente dans des contextes variés, de répondre aux attentes de son environnement, de maintenir une continuité identitaire dans ses interactions. Mais la persona pose un problème précis lorsque l'individu s'y identifie entièrement, lorsqu'il confond le masque avec le visage, lorsque la façade n'est plus perçue comme une construction fonctionnelle, mais comme la totalité de ce qu'il est. Dans cet état, l'individu ne peut plus être véritablement présent dans une relation. Il ne peut y introduire que ce que la persona autorise, les réponses attendues, les émotions acceptables, les dimensions de lui-même qui correspondent à l'image qu'il a décidé de projeter. Tout le reste est maintenu hors du champ de l'interaction. Ce mécanisme fonctionne avec une efficacité remarquable dans la plupart des relations ordinaires. Les échanges sociaux courants n'exigent pas une présence totale. Ils n'exigent pas que l'on soit entièrement là avec tout ce qu'on est, y compris les parties non résolues, vulnérables ou encore en mouvement. Mais certaines rencontres résistent à la persona, pas parce qu'elles l'attaquent frontalement, pas parce qu'elles exigent explicitement quelque chose de différent, mais parce que quelque chose dans la nature de la rencontre elle-même rend la persona insuffisante. Elle ne couvre plus ce qu'elle est censée couvrir. Elle ne maintient plus la distance qu'elle est censée maintenir. Et l'individu commence à sentir, avec une netteté qui peut être profondément déstabilisante, que quelque chose qu'il portait habituellement sans effort lui devient soudainement difficile à tenir. C'est l'impossibilité de faire semblant. Et elle ne signale pas une faiblesse. Elle signale que la psyché a rencontré quelque chose qui la concerne à un niveau plus profond que celui que la persona est conçue pour gérer. Il faut examiner ici ce que Jung entend par l'ombre, parce que cette figure psychique est indissociable de ce qui se passe dans une rencontre qui dépasse le niveau ordinaire de l'interaction sociale. L'ombre est l'ensemble des contenus psychiques que le moi conscient a refusé d'intégrer. Elle n'est pas définie par la négativité au sens moral du terme. Elle contient tout ce qui a été jugé incompatible avec l'identité consciente que l'individu a construite, des qualités, des désirs, des émotions, des modes d'être qui ont été repoussés hors du champ de la conscience, parce qu'ils semblaient trop dangereux, trop vulnérables, trop contradictoires avec l'image acceptable de soi. L'ombre n'est pas statique. Elle grandit à mesure que la persona s'épaissit. Plus l'individu investit d'énergie psychique dans la construction et le maintien de sa façade sociale, plus la part refoulée de lui-même s'accumule dans l'ombre. Et cette accumulation exerce une pression. Jung est formel sur ce point. Ce qui est refoulé dans l'ombre ne disparaît pas. Il revient. Non pas nécessairement sous la forme originelle de l'émotion ou du désir refoulé, mais sous des formes transformées, projection sur les autres, comportements compulsifs dont l'origine n'est pas consciente, réactions émotionnelles disproportionnées, ou ces moments de transparence involontaire où quelque chose de vrai traverse la façade sans qu'on l'ait voulu. Dans le contexte d'une rencontre psychiquement significative,
l'ombre est particulièrement active. Parce que la présence de l'autre, cette présence qui semble toucher quelque chose de profond, fait remonter vers la surface des contenus que la conscience avait maintenus à distance. Des émotions que l'on croyait contrôler, des désirs que l'on avait jugés inacceptables, des vérités sur soi-même que l'on avait soigneusement évité de formuler. C'est là que l'impossibilité de faire semblant prend toute sa dimension psychologique. Ce n'est pas simplement que le masque devient lourd, c'est que ce que le masque est censé cacher commence à se révéler, à soi-même autant qu'à l'autre. La cause psychologique est la pression exercée par des contenus inconscients, trop longtemps refoulés. L'effet intérieur est une perméabilité croissante de la frontière entre la persona et l'ombre. L'effet dans la vie concrète est précisément cette incapacité à maintenir la distance habituelle, à produire les réponses automatiques, à rester dans le registre du contrôle. Jung introduit une distinction qui est essentielle pour comprendre ce qui se passe réellement dans ces rencontres. La distinction entre la relation vécue au niveau de la persona et la relation vécue au niveau du soi. Le soi, dans la terminologie jungienne, est à distinguer du moi conscient. Il ne désigne pas l'identité sociale ni la conscience ordinaire. Il désigne la totalité psychique, l'ensemble de ce que la psyché est et cherche à devenir, incluant ses dimensions conscientes et inconscientes, ses parties intégrées et celles qui attendent encore de l'être. La plupart des relations humaines se déroulent entre des personas. Deux individus présentent leurs façades respectives, négocient les termes de l'interaction dans le registre de ce qui est socialement acceptable et maintiennent chacun la distance nécessaire à la préservation de leur image. Ces relations ne sont pas sans valeur, mais elles ont une limite structurelle. Elles ne peuvent pas toucher ce qui est profond. Elles ne peuvent atteindre que ce que chacun a choisi de montrer. Certaines rencontres, en revanche, se produisent à un autre niveau. Non pas parce que les individus concernés l'ont décidé ou planifié, mais parce que quelque chose dans la dynamique psychique qui s'établit entre eux court-circuite la médiation ordinaire de la persona. Une reconnaissance se produit qui ne passe pas par les canaux habituels de l'interaction sociale. Et cette reconnaissance engage non pas les masques, mais quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui appartient à ce que Jung nomme le soi. Quand deux êtres se reconnaissent à ce niveau, la relation ne peut plus être gérée comme une relation ordinaire. Elle exige une présence différente. Elle appelle à une honnêteté que la persona n'est pas équipée pour fournir. Et c'est cette exigence, implicite, non formulée, mais réelle, qui rend le semblant si difficile à maintenir. La synchronicité est un concept que Jung a développé avec précision et qu'il faut aborder ici avec la même précision, sans lui prêter une dimension mystique qu'il ne lui attribuait pas lui-même. Jung définit la synchronicité comme une coïncidence significative entre un état intérieur et un événement extérieur, sans que cette coïncidence puisse être expliquée par une relation de causalité ordinaire. Il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un phénomène qui révèle que la psyché et le monde extérieur peuvent entrer en correspondance d'une façon qui dépasse le cadre habituel de la pensée causale. Dans le contexte des rencontres dont nous parlons, la synchronicité peut se manifester de diverses façons. Deux individus qui découvrent qu'ils ont traversé des expériences psychiquement similaires à des moments correspondants de leur vie, sans s'être connus. Une convergence de thèmes intérieurs qui surgit dans la relation sans avoir été planifiée ni anticipée. Une impression de timing, non pas que les choses se sont bien passées au sens logistique, mais que quelque chose s'est produit au bon moment dans le développement psychique de chacun. Jung ne proposait pas ces phénomènes comme preuve d'un destin ou d'une prédestination. Il les observait comme des manifestations de la profondeur de l'inconscient, de sa capacité à organiser l'expérience selon des logiques qui échappent à la conscience ordinaire. Ce qui est pertinent ici, c'est l'effet de ces coïncidences significatives sur la psyché. Elles renforcent la reconnaissance. Elles lui donnent une densité supplémentaire. Et elles contribuent à rendre encore plus difficile l'attitude du semblant. Parce que le semblant suppose une certaine légèreté.
une certaine possibilité de traiter ce qui se passe comme quelque chose de contingent. Or, ce qui porte la marque de la synchronicité ne se laisse pas facilement réduire à la contingence. Il faut maintenant examiner ce qui se passe à l'intérieur de la psyché lorsque la reconnaissance a eu lieu et que le semblant commence à céder. Ce moment n'est pas nécessairement confortable. Jung ne le décrit pas comme tel. L'émergence de contenus inconscients vers la conscience, même lorsqu'elle est déclenchée par une rencontre significative, est souvent accompagnée d'une forme d'instabilité psychique. Pas au sens clinique du terme, mais au sens d'un état où les repères habituels perdent de leur solidité. Ce que l'individu avait construit, son image de lui-même, ses certitudes sur ce qu'il ressent ou ne ressent pas, ses façons habituelles d'organiser ses relations, tout cela entre dans un état de révision. Non pas de façon volontaire ou planifiée, mais parce que la pression exercée par ce qui émerge de l'ombre est plus forte que la résistance de la structure consciente. Certaines personnes vivent ce moment comme une confusion. Elles ne savent plus exactement où elles en sont avec elles-mêmes. Des émotions qu'elles pensaient avoir résolues ou dépassées reviennent avec une intensité inattendue. Des aspects de leur identité qu'elles croyaient stables semblent soudainement moins évidents. D'autres vivent ce moment comme une clarté soudaine, non pas dans le sens d'une résolution, mais dans le sens d'une visibilité accrue. Ce qui était flou devient net. Ce qu'elles avaient préféré ne pas voir se présente maintenant avec une précision qui ne laisse plus beaucoup d'espace à la négation. Dans les deux cas, la psyché est en train de travailler. Elle est en train de faire ce que Jung décrit comme le travail fondamental de l'individuation. Le mouvement vers une plus grande intégration, vers une reconnaissance progressive des parties du soi qui avaient été laissées dans l'ombre. La rencontre avec l'autre a servi de déclencheur. Non pas parce que l'autre est la cause de ce processus, mais parce que sa présence a créé les conditions dans lesquelles ce qui était latent dans la psyché pouvait enfin se manifester. Jung avait une façon particulièrement rigoureuse de penser le rapport entre l'amour, ou ce qu'on désigne communément ainsi, et la projection. Il observait que l'intensité d'un sentiment pour une autre personne est souvent, au moins partiellement, proportionnelle à l'ampleur de la projection en jeu. Plus ce que l'on ressent semble transcender l'explication ordinaire, plus il est probable qu'une figure archétypale, l'anima ou l'animus, est projetée sur la personne réelle. Cette observation n'est pas destinée à dévaloriser le sentiment. Elle vise à le comprendre avec précision. Parce que si ce qui se passe dans une rencontre significative n'est pas entièrement distinct de la psyché de celui qui la vit, alors la relation avec l'autre est inséparable d'un processus intérieur. Et ce processus intérieur a des exigences propres. La première de ces exigences est la distinction. À un moment donné, la psyché qui a maturé suffisamment doit apprendre à distinguer ce qui appartient à l'autre de ce qui lui appartient. Doit apprendre à voir la personne réelle, avec sa complexité, ses limites, ses dimensions inattendues, sans l'écraser sous le poids de la projection archétypale. Cette distinction est difficile. Elle exige une honnêteté envers soi-même que la plupart des individus évitent, précisément parce qu'elle implique de renoncer à l'image idéale qu'ils ont superposée sur la personne réelle. Et renoncer à cette image, c'est aussi renoncer à la certitude confortable d'avoir enfin trouvé ce que l'on cherchait, sans avoir à traverser le travail de se trouver soi-même. La cause psychologique est l'identification de l'autre à une figure archétypale intérieure. L'effet intérieur est une intensification de l'expérience émotionnelle qui dépasse ce que la relation réelle peut objectivement justifier. L'effet dans la vie concrète est une tendance à idéaliser l'autre, à lui attribuer des qualités qui appartiennent en réalité à des dimensions de soi encore non intégrées, et à construire la relation sur une image plutôt que sur une présence réelle. Ce que Jung nomme le processus d'individuation implique nécessairement, à un stade donné, le retrait des projections. Le retrait d'une projection n'est pas un acte de désenchantement. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est, dans la pensée de Jung, un moment de maturation psychique.
Lorsque l'individu reconnaît que ce qu'il avait projeté sur l'autre lui appartient, lorsqu'il reprend à lui cette qualité, cette dimension, cette vérité intérieure qu'il avait vue dans le visage de l'autre, il ne perd pas la relation. Il la place sur un fondement différent. Et ce fondement différent est psychiquement plus solide, précisément parce qu'il ne dépend plus de la capacité de l'autre à maintenir une image qu'il n'a peut-être jamais choisi de porter. Mais ce retrait de la projection exige quelque chose en retour. Il exige que l'individu intègre ce qu'il avait projeté. Il ne suffit pas de reconnaître intellectuellement que la projection existait. Il faut traverser ce que cela signifie, de porter soi-même ce que l'on avait cherché à trouver dans l'autre. Cette traversée est le cœur même de l'individuation. Et c'est là que la rencontre significative révèle sa fonction psychique profonde. Elle n'est pas seulement un événement relationnel. Elle est une invitation adressée à la psyché à reconnaître et à intégrer des dimensions d'elle-même qu'elle n'aurait pas rencontrées autrement. Ce que deux âmes qui se reconnaissent éprouvent l'une pour l'autre n'est pas une illusion. Mais une partie de ce qu'elles éprouvent leur parle d'elles-mêmes. Et cette partie mérite d'être traversée avec la même honnêteté que celle que l'on doit à l'autre. L'impossibilité de faire semblant, dont nous parlons depuis le début, n'est pas un état confortable dans lequel se trouver. Il serait inexact de la présenter comme une libération simple ou un soulagement. Pour la plupart des individus, cette impossibilité est d'abord vécue comme une perte de contrôle. Ce qu'ils maîtrisaient habituellement, leur image, leur distance, leur façon d'organiser leurs interactions, échappe soudainement à leur gouverne. Et cette perte de contrôle est accompagnée très souvent d'une résistance. La résistance prend des formes variées. Elle peut se manifester par un retrait soudain, l'individu qui s'éloigne précisément au moment où la rencontre devient trop intense, trop réelle, trop difficile à contenir dans les cadres habituels. Elle peut se manifester par une rationalisation, l'effort pour trouver des raisons objectives, de ne pas accorder trop d'importance à ce qui se passe, de le réduire à quelque chose de gérable et de sans conséquence. Elle peut se manifester par une redoubling de la persona, un investissement accru dans le masque, précisément parce que la pression de ce qui cherche à le traverser est devenue plus forte. Ces résistances sont compréhensibles dans leur logique psychique. Elles sont la réponse naturelle d'une psyché qui perçoit que quelque chose de profond est en jeu et qui n'est pas encore prête ou pas encore disposée à traverser ce que cela implique. Mais Jung est clair sur la conséquence de la résistance prolongée. Ce qui est résisté s'accumule. Ce qui n'est pas traversé ne disparaît pas. Et l'énergie psychique qui est investie dans le maintien de la résistance est une énergie qui n'est pas disponible pour autre chose, pour la vie, pour la croissance, pour les relations qui pourraient nourrir la psyché si elle se permettait de les habiter pleinement. La cause psychologique est l'investissement de l'énergie psychique dans la résistance au contenu inconscient émergent. L'effet intérieur est un appauvrissement progressif de la vitalité psychique, une rigidité croissante des structures défensives. L'effet dans la vie concrète est un sentiment diffus de stagnation, l'impression que rien ne bouge vraiment, que les mêmes configurations se reproduisent, que quelque chose d'essentiel reste toujours hors d'atteinte. Il y a une dimension du phénomène que nous examinons, qui est souvent laissée de côté dans les discussions sur la psychologie jungienne, et qui est pourtant centrale, la question de ce que la reconnaissance fait au temps. Dans une rencontre psychiquement significative, le rapport au temps se modifie, non pas dans un sens métaphysique, mais dans un sens psychologiquement précis. Ce qui avait été réprimé depuis longtemps dans l'ombre, des émotions, des désirs, des vérités sur soi, surgit avec une immédiateté qui efface la distance temporelle. Ce n'est pas seulement que le passé revient, c'est que ce qui avait été figé dans l'inconscient se remet en mouvement. Cette remise en mouvement peut être déstabilisante précisément parce qu'elle révèle combien de temps la psyché a été maintenue dans un état d'immobilité relative, combien d'énergie a été consacrée au maintien du gel.
Combien de vie a été vécue à la surface de ce que la psyché pouvait réellement ressentir et expérimenter? La vie non vécue est un concept que Jung abordait avec une insistance qui mérite attention. Il observait que ce qui n'est pas vécu consciemment, ce qui est évité, réprimé, différé indéfiniment, ne disparaît pas. Il s'accumule dans la psyché sous forme de pression, de symptômes, de sang du vide. Et cette accumulation finit par se manifester, d'une façon ou d'une autre, parce que la psyché cherche toujours son intégration. Lorsqu'une rencontre déclenche ce processus, lorsqu'elle met en mouvement ce qui était figé, la sensation peut être celle d'une vie qui recommence à circuler là où elle s'était interrompue. Ce n'est pas une métaphore sentimentale, c'est une description précise de ce qui se passe lorsque des contenus inconscients retournent vers la conscience. Deux âmes qui se reconnaissent se trouvent dans une position psychique particulièrement complexe. Parce que la reconnaissance est mutuelle, la dynamique des projections se redouble. Chacun porte quelque chose que l'autre projette. Chacun voit dans l'autre une dimension de lui-même qu'il n'a pas encore entièrement intégrée. Et chacun résiste, à sa façon, à ce que cette reconnaissance implique. Dans cette configuration, la relation elle-même devient un espace psychique. Non pas au sens où la relation serait uniquement un prétexte au travail intérieur. La personne réelle en face a sa propre existence, sa propre complexité, ses propres enjeux. Mais au sens où la relation fonctionne aussi comme un miroir particulièrement précis. Ce que l'on ressent pour l'autre, ce que l'on est incapable de tolérer chez l'autre, ce que l'on ne parvient pas à cesser de voir dans l'autre, tout cela dit quelque chose sur soi. Jung ne réduisait pas les relations à des phénomènes psychiques internes, mais il refusait de les réduire à leurs seules dimensions externes. Pour lui, une relation profonde est toujours, simultanément, une relation avec une personne réelle et un processus de révélation psychique. C'est précisément pour cette raison que les rencontres psychiquement significatives sont si difficiles à gérer avec les outils ordinaires. Les outils ordinaires, la politesse sociale, la gestion des attentes, la négociation des rôles, sont conçus pour des relations qui se déroulent au niveau de la persona. Ils ne sont pas adaptés à ce qui se passe lorsque la rencontre touche quelque chose de plus profond. Et c'est pour cette raison, également, que le semblant finit toujours par céder. Non pas parce que les individus le décident, mais parce que la psyché, à un niveau qu'il ne gouverne pas entièrement, refuse de se laisser maintenir dans un registre qui n'est plus à la hauteur de ce qui se passe réellement. Il existe une tentation courante face à ce type de rencontre, celle de l'absolutiser. La reconnaissance semble si précise, si inhabituelle, si différente de ce que l'on a connu dans d'autres relations, qu'il devient tentant de lui attribuer un statut définitif, de conclure que cette personne est, par nature et par essence, celle qui était destinée à être là, de transformer la reconnaissance psychique en certitude métaphysique. Jung était vigilant face à cette tentation, précisément parce qu'il en comprenait la mécanique psychique. Plus la projection archétypale est intense, plus elle produit cette impression d'absolu. Plus l'anima ou l'animus est fortement projeté sur une personne réelle, plus cette personne semble correspondre à quelque chose de fondamental et d'irremplaçable. Mais Jung ne confondait pas l'intensité de la projection avec la vérité de la relation. L'intensité signale quelque chose d'important dans la psyché de celui qui la vit. Elle indique qu'un processus profond est en cours, qu'une dimension significative de l'inconscient est activée. Elle n'indique pas nécessairement la nature ou la valeur de la personne sur laquelle la projection repose. Cela ne signifie pas que la relation est sans fondement. Cela signifie qu'elle doit être approchée avec une lucidité qui tient compte à la fois de la réalité de l'autre et de la réalité de sa propre psyché. Et cette lucidité ne peut pas s'installer tant que la projection n'a pas commencé à être reconnue pour ce qu'elle est. Voici maintenant le point de convergence de tout ce que nous avons traversé. Deux êtres qui se reconnaissent ne peuvent plus faire semblant.
Cette impossibilité n'est pas accidentelle. Elle est la conséquence directe de ce qui se passe lorsque la psyché est touchée à un niveau où la persona ne peut plus opérer efficacement. Lorsque l'ombre est activée, lorsque des contenus archétypaux sont en jeu, lorsque l'individuation appelle à une présence plus entière que celle que le masque peut offrir. L'impossibilité de faire semblant est inconfortable. Elle perturbe l'équilibre habituel. Elle exige quelque chose que la plupart des individus ne sont pas spontanément prêts à offrir, une présence sans protection totale. Une honnêteté qui ne peut pas être entièrement planifiée ni contrôlée. Mais dans la pensée de Jung, cette impossibilité est aussi un signal. Le signal que la psyché est en train de travailler, que quelque chose qui était figé est en mouvement, que l'individuation avance, non pas confortablement, non pas selon un calendrier prévisible, mais avec la logique propre de la psyché profonde, qui cherche toujours sa totalité. Ce que la reconnaissance révèle n'appartient pas uniquement à la relation. Il appartient aussi à chacun des deux individus qui la vivent. Ce qu'ils voient dans l'autre, ce qu'ils ne parviennent plus à ignorer, ce qu'ils ne peuvent plus feindre de ne pas ressentir. Tout cela leur parle d'eux-mêmes autant que de l'autre. Et c'est précisément là que la rencontre cesse d'être seulement un événement relationnel pour devenir ce que Jung verrait comme une invitation. Une invitation à traverser ce que la psyché a évité, à intégrer ce qui a été laissé dans l'ombre, à vivre avec une présence plus complète ce qui avait jusqu'alors été vécu à la surface. Cette invitation, la psyché ne la formule pas en termes clairs. Elle ne se présente pas comme une décision à prendre ou une direction à suivre. Elle se présente précisément sous la forme que nous avons décrite, l'impossibilité de faire semblant, la résistance du masque, la pression de ce qui cherche à émerger. Et face à cette pression, l'individu a le choix, non pas entre faire semblant et ne pas faire semblant, parce que ce choix est déjà partiellement retiré de sa maîtrise consciente, mais entre traverser ce qui se présente ou construire une résistance plus élaborée pour ne pas avoir à le faire. Jung n'idéalisait pas la traversée. Il ne la présentait pas comme une garantie de bonheur ou de résolution. Il la présentait comme le chemin vers une vie psychiquement plus complète, une vie où ce qui appartient à la totalité du soi a davantage de chances d'être reconnu et vécu plutôt que repoussé dans l'ombre où il continue d'agir sans être vu. La résistance, elle, a ses propres conséquences. Elle maintient l'individu dans une configuration où les mêmes contenus inconscients continueront d'exercer leur pression, où les mêmes patterns relationnels se reproduiront, où la même impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel persistera sans que sa source soit jamais pleinement identifiée. Ce qui reste, après avoir traversé cette réflexion, n'est pas une conclusion au sens ordinaire du terme. Jung ne concluait pas. Il décrivait des processus en cours, des mouvements dans la psyché qui ont leur propre durée, leur propre logique, leur propre rythme. Et ces processus ne s'arrêtent pas au moment où la réflexion s'achève. Ce que deux âmes qui se reconnaissent portent après cette rencontre, que la relation se poursuive ou non, qu'elle soit exprimée ou gardée dans le silence, est un état de psyché modifié. Quelque chose a été touché qui ne peut pas entièrement retrouver son état d'avant. La reconnaissance a eu lieu. Et la reconnaissance, dans la pensée de Jung, est déjà un début de conscience. Ce début de conscience ne résout pas les questions. Il ne simplifie pas ce qui est complexe. Il ne donne pas de certitude sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Mais il modifie le rapport à ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, maintenant, avec davantage de précision qu'avant, c'est que ce qui s'est produit dans cette rencontre n'est pas entièrement extérieur à soi, qu'une partie de ce qui a été reconnu dans l'autre était déjà présente dans les profondeurs de sa propre psyché, en attente d'être vue. Ce que l'individu fait de cette connaissance, s'il choisit de la traverser ou de la résister, s'il choisit de se rapprocher de ce qu'elle révèle ou de s'en tenir à distance. Cela appartient à sa propre psyché, à son propre processus d'individuation, à sa propre façon de répondre ou de ne pas répondre,
à ce que la vie profonde de la psyché lui présente. Jung ne donnait pas de réponse à ces questions. Il indiquait simplement, avec la rigueur qui caractérise l'ensemble de son œuvre, que la psyché cherche toujours sa totalité, qu'elle ne cesse jamais de travailler dans ce sens, et que les moments où elle ne peut plus faire semblant sont précisément les moments où ce travail est le plus visible et peut-être le plus urgent. Ce que vous avez reconnu dans l'autre vous appartient aussi. Cette vérité ne disparaît pas avec le temps. Elle attend, comme tout ce qui vit dans la profondeur de la psyché, d'être traversée.